Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Ce qu'il y a de bien avec la femme avec laquelle nous allons nous entretenir en duplex depuis Londres, c'est qu'aucun domaine de l'existence de l'être humain, excepté peut-être la médecine, ne lui est étranger. Elle fut la première femme nommée juge en Iran en 1974, c'est-à-dire avant l'avènement au pouvoir des mollahs. Elle s'est ensuite engagée corps et âme pour la défense des droits de la femme dans son pays, puis dans le monde entier. Et comme c'est à l'aune du statut des femmes dans un pays que l'on peut juger la dite société tout entière, elle est entrée en politique sans viser pour autant de poste à responsabilité. Il faut dire qu'entre-temps, en 2003, lui avait été décerné le prix Nobel de la paix, une sacrée armure qui l'a plus ou moins probablement protégée des foudres de la théocratie iranienne. Cette femme, bien sûr, c'est Shirin Ebadi. Madame Ebadi, merci d'être avec nous. Vous êtes à Londres et nous allons nous entretenir finalement d'une actualité extrêmement brûlante puisque l'Iran, votre pays, est en plein processus électoral. La première question que je voudrais vous poser est finalement une question qui porte sur le passé. Est-ce que vous estimez que les candidats réformateurs sont encore porteurs de l'esprit des révoltes de 2009? Ou bien est-ce qu'on est radicalement passé à autre chose? En premier lieu, vous savez, les élections en Iran ne sont pas libres, car dans toutes les élections, notamment les élections qui vont avoir lieu ce mois-ci, l'ensemble des prétendants doivent être validés par le Conseil des gardiens. Et ce sont les membres de cette assemblée ne sont pas des gens qui sont des représentants du peuple. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été rejetées, qui n'ont pas été retenues. Il y a 40% des personnes, des candidats ne sont pas retenus, n'ont pas été classés comme acceptables. C'est pourquoi le peuple sont uniquement libres de voter aux personnes qui ont été choisis. Et durant durant ces élections, il y a beaucoup de réformateurs qui n'ont pas été retenus, à tel point que pour pouvoir remplir cette liste électorale des réformateurs, ils ont été obligés d'intégrer une partie des fondamentalistes iraniens, pouvoir travailler et collaborer avec eux. Et c'est pourquoi il est intéressant de voir qu'une partie de ces gens, des fondamentalistes qui sont dans la liste des réformateurs, sont venus et ils ont dit qu'ils nous ont mis sur la liste sans nous demander notre consentement. Et malheureusement, cela a pour conséquence que les réformateurs auront moins de voix. Et dans le meilleur des cas, dans une meilleure situation, les réformateurs pourront avoir une très très faible majorité et très peu de membres au sein du Parlement, et cela n'aura pas d'influence sur la politique générale. Néanmoins, est-ce que vous faites confiance au président actuel, Hassan Rouhani, pour, disons, limiter le plus possible cette emprise qu'ont les principalistes, les fondamentalistes? Est-ce que vous lui faites confiance pour cela? Selon la Constitution, tous les pouvoirs sont sous la direction du guide, du guide de la République islamique et pas le président. Après la venue de Rouhani en Iran, les droits de l'homme en Iran n'ont pas progressé. Et c'est uniquement en fonction de la pression, des sanctions, que le président iranien, avec l'accord du guide, il a pu signer l'accord sur le programme nucléaire. Et sans cela, il n'y a pas eu d'autres changements, d'autres évolutions, et le président iranien n'a aucun pouvoir. Ces sanctions dont vous parlez, est-ce qu'elles ont été efficaces
contre le régime ou surtout contre la population? Les sanctions ont mis beaucoup de pression sur la population et il est évident que la situation est arrivée à un point où le peuple a, de son côté, fait pression sur le gouvernement pour leur dire que autant d'insistance sur le programme nucléaire ne doit pas être... ne doit pas perdurer. Et le budget du gouvernement a été, bien entendu, mis sous pression, donc une pression financière. Et c'est pourquoi le gouvernement a été obligé de signer cet accord sur le nucléaire. Quoi de neuf sur le plan de l'organisation de la société? Est-ce que l'Iran est toujours une société patriarcale? Parce que vous dénonciez souvent, vous disiez, c'est pas tellement le pouvoir religieux qui est terrible, c'est la société de type patriarcal. Oui, la structure de la République islamique est fondée sur la force des hommes. Et cela ne veut pas dire que les hommes en Iran ont un pouvoir au-delà de... Non, ils n'ont pas un pouvoir au-delà, ils ont un pouvoir limité, bien entendu. Mais en premier lieu, la présence des religieux au sein de la société iranienne donne le pouvoir à ces religieux pour pouvoir gouverner sur la société. Je voudrais vous poser une question qui découle d'un petit texte que vous avez écrit ou dit, et je voudrais que vous me disiez si vous êtes toujours en accord avec ces paroles-là. Vous avez dit un jour, lorsqu'une personne est humiliée, quand ses droits sont bafoués, quand cette personne n'a pas eu de véritable éducation digne de ce nom, alors il est normal qu'elle se dirige, cette personne, vers le djihadisme. Est-ce que c'est quelque chose que vous diriez encore aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a des déterminismes socio-économiques qui favorisent le djihadisme? Ou bien est-ce qu'il y a aussi une part d'autonomie de l'individu qui prend la décision d'aller vers ce chemin-là? Je n'ai pas parlé de djihad. J'ai parlé des actions violentes. Et quand il n'y a pas de justice et d'équité, fait en sorte que le peuple, les gens vont se diriger vers des actions violentes et vers le terrorisme. Et je n'ai pas utilisé le terme du djihad et vous ne l'avez pas utilisé non plus à bon escient. Et alors, très bien, mais comment le définiriez-vous alors, ce terme? Djihad, dans sa signification propre, a une signification qui est un moment où une personne va rentrer en guerre contre vous ou contre votre pays, et à ce moment-là, vous devez vous défendre. Alors qu'aujourd'hui, ce que l'on voit dans la région du Moyen-Orient et aussi en Europe, les actions qui ont lieu, cela a pour nom des actions terroristes. Ce sont des terroristes qui vont tuer des innocents, des gens qui n'ont rien à voir avec un statut de guerre ou de militaire. Donc, ce sont des terroristes. Mais ce que vous venez de dire donc confirme que vous êtes et restez profondément croyante musulmane. Oui, je suis une musulmane et je suis convaincue que tout ce que le gouvernement iranien ou alors les groupes extrémistes qui œuvrent au nom de l'islam ne sont pas représentants de l'islam, et c'est une mauvaise image de l'islam, et ils utilisent le nom de l'islam pour revendiquer leurs actions. Madame Ebadi, merci beaucoup. Merci de cette interview que vous nous avez accordée. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous voyez
comment ça se passe sur France 24. Il y a de la place pour tout le monde, en français, en arabe, en anglais. Merci infiniment de votre attention et à très bientôt.